Bien, Madame, Messieurs, et si on prenait maintenant le sujet par l'autre bout? On a beaucoup entendu parler dans la première table ronde, et c'était leur sujet, des leviers de la régulation. On a vu à quel point ces leviers, au fil du temps, avaient été poussés à leur maximum, et on a parlé parfois de leurs effets délétères. Mais si, au fond, les sommets qu'ont atteints ces leviers de la régulation n'étaient pas liés qu'à des problèmes de dépenses, mais aussi peut-être à des problèmes de financement. En d'autres termes, est-ce qu'on est vraiment certain que le budget du médicament, celui qui est voté chaque année dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale, est adapté aux besoins? Et on a évoqué ces besoins au cours de la première table ronde, l'innovation bien sûr, des facteurs démographiques, de vieillissement, et puis aussi la nécessité de relocaliser ou de maintenir la production de médicaments essentiels sur notre territoire. Alors c'est pour parler de ces enjeux du financement, cette fois, que je suis ravi d'accueillir une nouvelle table ronde avec des intervenants prestigieux, au premier rang desquels, évidemment, je veux citer à nouveau Jean Tirole, prix Nobel d'économie, président honoraire de la Toulouse School of Economics, Dominique Libaud, qui est conseiller d'État, qui est président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, Philippe Bouilloux, président du Comité économique des produits de santé, Olivier Bogillot, président de Sanofi France, Séverine Delgado, directrice générale de la Mutualité française, et je devais rajouter, et Philippe Lamoureux, directeur général du LEM, pour malheureusement vous présenter en son nom ses excuses. Philippe a été victime hier de quelque chose d'assez courant, paraît-il, aujourd'hui, donc il nous livre un message malgré son absence. Protégez-vous, le Covid sévit encore. Alors, Jean Tirole, je voudrais me retourner d'abord vers vous. Vous vous intéressez ces dernières années, cela a été très remarqué, de plus en plus à l'économie du médicament. C'est une économie particulière, on l'a vu tout à l'heure, parce que, au fond, elle est tiraillée entre la nécessaire maîtrise des dépenses de santé et puis en même temps la nécessité pour nos citoyens de répondre aux besoins que l'on décrivait tout à l'heure. Et puis c'est une économie du médicament qui est un bien commun, qui devrait être un bien universel, mais qui est en même temps un produit manufacturier. Alors j'ai envie, avec la première question, moi, de vous inciter à renverser la table, la manière dont nous regardons classiquement ces problèmes de financement, et je me suis dit quelle question je pourrais poser à Jean Tirole. Il y en a une que je rêve de vous poser. Pardonnez-moi si vous n'aviez pas prévu d'y répondre, mais après tout, pourquoi ne pourrait-on pas considérer les dépenses de médicaments comme des investissements? C'est une très bonne question. D'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié la première table ronde. Et évidemment, cette description du millefeuille française qui se retrouve dans beaucoup d'autres industries et beaucoup d'autres secteurs. Et on se pose toujours un peu la question en France, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Et je vais revenir un peu sur le même sujet, mais effectivement, peut-être du côté du financement, parce que s'il est vrai qu'aujourd'hui, certains médicaments, en fait, ont des effets sur de nombreuses années, c'est-à-dire qu'ils permettent d'économiser des médicaments à l'avenir, ils permettent d'économiser des prises en charge. Et donc la question, c'est comment faire pour tenir en compte ça. C'est tout à fait crucial. On a déjà mentionné le pluriannuel dans la table ronde précédente. Un bon exemple, c'est l'hépatite C, puisque depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, on a des médicaments nouveaux qui permettent de guérir à 95%, je crois, l'hépatite C. Et donc, on voit tout à fait l'intérêt, mais évidemment, ça fait une somme très importante à dépenser aujourd'hui. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut dépenser beaucoup aujourd'hui pour économiser demain? Et donc, la logique économique, évidemment, c'est bien sûr oui. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une cohérence budgétaire derrière ça, et donc du pluriannuel. Alors, je dois dire que Pierre Dubois, d'ailleurs, avec Thierry Marignac, qui est aussi un autre collègue toulousain, a étudié un peu ces problèmes d'hépatite C et a essayé de mesurer justement si on avait un cadre pluriannuel, combien on aurait économisé, qu'est-ce qui aurait changé dans notre gestion. Le problème du pluriannuel n'est pas nouveau, hein, la prévention est un exemple également. Donc en théorie, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est on peut aller du plus microéconomique au plus macroéconomique. Donc le plus microéconomique, on peut regarder le SMR. Et évidemment, dans le SMR, normalement, le SMR, je sais bien que ce n'est pas le cas, mais devrait comprendre tout. Il devrait comprendre non seulement l'effet thérapeutique, évidemment,
en tenant compte des facteurs concurrents, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a tout ce que ça économise pour la sécurité sociale, l'effet induit, les effets futurs, donc c'est tout à fait crucial. Donc il y a un peu ça à prendre en compte. Donc normalement, on ne doit pas se limiter aux coalises, et on doit aller beaucoup plus loin de ça. Alors c'est une approche tout à fait micro au niveau du médicament, et là, de toute façon, on est obligé de faire ce travail déjà. Mais ça ne résout pas le problème de la transition, le problème du budget annuel. Donc une autre possibilité, alors je monte, après j'irai vers le macro total, mais c'est-à-dire d'avoir un budget des médicaments, peut-être même un budget de la sécurité sociale qui augmente au cours du temps, qui soit pluriannuel, pardon, peut-être avec un budget roulant, ça c'est une possibilité. Et donc ça permettrait, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, aux gestionnaires d'avoir une vision pluriannuelle et de pouvoir dire je dépense sur l'hépatite C beaucoup aujourd'hui et puis après demain je dépenserai beaucoup moins. Donc c'est tout à fait logique. Alors il faut avoir évidemment un chef d'orchestre et un problème de transition parce qu'effectivement si on le faisait aujourd'hui ça veut dire qu'il y aurait énormément de dépenses aujourd'hui. Mais je crois que le problème principal, c'est le problème de la contrainte budgétaire lâche, comme les économistes l'appellent. C'est-à-dire que le danger, je pense, si vous regardez la Cour des comptes ou le ministère des Finances, ils vont dire « Ouh là là, attention », parce qu'ils vont tout dépenser tout de suite, et puis après, ils vont nous dire « Ah ben, on n'a plus d'argent », et ça sera dramatique, parce que vous imaginez que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été soignés pour l'hépatite C, et puis tout d'un coup, on vous dit non, il n'y a plus de budget pour ça, c'est terminé. Donc ça serait politiquement impossible. Donc il y aurait une contrainte budgétaire lâche qui serait. Donc il faut inventer les nouvelles méthodes. C'est-à-dire que oui, c'est parfait d'avoir ce truc pluriannuel, c'est ce qu'on veut. Mais par contre, il faut aussi réfléchir à la façon dont on se comporte de façon prudentielle. Hein. C'est pas nouveau. Il y a d'autres secteurs où il faut aussi se comporter de façon prudentielle. Et en particulier, s'assurer que les déficits des premières années soient effectivement des vrais investissements. Et ça m'amène à la troisième possibilité, en montant encore au niveau macro, on sait très bien que normalement le budget devrait être multiannuel et on devrait tenir compte dans les règles de Maastricht et ailleurs. Effectivement, on devrait sortir le vrai investissement du budget par rapport à la consommation. C'est très très différent parce que l'investissement, a priori, crée des revenus futurs et donc peut même s'autofinancer. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas faire. D'ailleurs, mea culpa, les économistes, ils travaillent depuis des décennies, on sait toujours pas faire. On ne sait toujours pas faire. Il y a ce concept de règle d'or dont je parlais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous investissez, donc ça ne fait pas partie de votre budget, et les 3%, même si les 3% n'existent plus depuis longtemps, on ne sait pas faire parce qu'on ne sait pas mesurer. Et vous prenez par exemple, bon, tout le monde comprend qu'il faut améliorer l'éducation en France, qui est un peu catastrophique et très inégalitaire, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente les salaires? Est-ce que c'est de la consommation? Est-ce que c'est l'investissement? Tout dépend de la façon dont vous le faites. C'est très très compliqué. Vous réfléchissez un peu aux règles budgétaires, c'est extrêmement compliqué. En plus, il y a le fait qu'il y a des bonnes dépenses qui ne rapportent pas dans l'avenir, des bonnes dépenses d'investissement qui ne rapportent pas dans l'avenir. Les investissements verts, par exemple, ça permet d'éviter le réchauffement climatique, mais a priori, ça ne va pas rapporter des recettes. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je vais m'arrêter là parce que, effectivement, ce n'est pas quelque chose dont les économistes sont très fiers parce qu'on n'a pas trouvé la solution. Mais sur le point de vue théorique, oui, bien sûr, il faut le faire. Excusez-moi, j'étais un peu long. Non, pas du tout. Et cette table ronde est prévue pour qu'on puisse justement délayer les pensées. J'ai envie de vous faire rebondir tout de suite, si vous me permettez, pour creuser quelques points très précis. Et pardonnez-moi, ce sont des interrogations de béotien en la matière. Mais si on parle de médicaments en termes d'investissement, vous avez évoqué la problématique du temps long. Est-ce qu'il n'y a pas une autre problématique qui est de la mesure de la rentabilité de l'investissement? C'est-à-dire, quelque part, quelle est l'empreinte du médicament? Est-ce qu'il n'y a pas une question autour de la valeur sociale du médicament? Ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est qu'on évalue le médicament, même au niveau de la commission économique, chargée d'évaluer d'un point de vue économique le médicament, dans une boîte extrêmement restreinte. On mesure l'épargne d'un médicament sur les consultations, sur les hospitalisations. Est-ce que si l'on parle d'investissement, il ne va pas falloir élargir le champ de ce qu'on pourrait appeler la valeur sociale du médicament? Est-ce que vous avez quelques idées là-dessus?
Non, mais je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que j'ai mis en emphase l'aspect pluriannuel, mais il y a aussi la question de que ça soit plus englobant et de regarder tous les effets du médicament. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des budgets qui ne soient pas complètement étanches et il faut un petit peu, je reviens à qui est le pilote dans l'avion, il faut à un moment donné qu'il y ait une cohérence entre les différentes politiques. Le millefeuille français, qui encore une fois n'est pas du tout spécifique à ce secteur, pose des problèmes vis-à-vis de ça. Bien sûr, alors je voudrais, à ce stade, à ce début de la conversation, me retourner vers les industriels, vers un industriel, Olivier Bogillot, directeur général de Sanofi France. D'abord, peut-être, si tu souhaites rebondir sur ce que nous disions à l'instant, médicaments, investissement, c'est peut-être pas tous les médicaments. Il y aura peut-être une critériologie de certains médicaments qui vont poser les problématiques que Jean Tirole évoquait très bien, du type hépatite C, coût très important à court terme, mais économie formidable à moyen et long terme. Mais d'une manière générale, est-ce que du point de vue des industriels, tu pourrais nous dire comment tu évalues, toi, les enjeux du financement du médicament ? Bien sûr, je vais peut-être juste commencer pour ceux qui ont lu le JDD ce week-end. Il y avait un petit encart d'une étude de Harvard qui disait que les optimistes avaient 5% d'expérience de vie en plus. Après la table ronde de ce matin et celle dont on est en train de parler là maintenant, je pensais que c'était utile de le rappeler. Donc soyons optimistes. Pour ce qui concerne les industriels, il y a plusieurs éléments. Et moi, je vais, contrairement à toi, Jean, je vais commencer par le macro et définir les grandes plaques dans lesquelles on est en train d'opérer quand on est industriel du médicament. Il y a les États-Unis, il y a l'Europe, il y a l'Asie. Lorsqu'on regarde les éléments qui constituent la croissance de notre secteur, vous avez deux plaques, les États-Unis et la Chine, qui sont un peu particulières. Parce qu'en termes de financement, d'abord, elles financent très activement et très fortement la recherche. La recherche, Corinne parlait tout à l'heure de l'horizon scanning. En fait, on peut même remonter en amont de l'horizon scanning pour vous dire que les médicaments sortiront des États et des économies qui investissent le plus sur la recherche. Et on avait, en 2002, les accords de Lisbonne, avec une part du PIB européen qui devait être dédiée à la recherche, 3%. C'était en 2002, hein. C'est il y a 20 ans, on y est encore très très loin. Et avec Jean, on sait qu'un certain nombre des écoles et des universités européennes sont plutôt en retard par rapport aux investissements que peuvent recevoir les Américains d'un côté, ou les Chinois qui sont en train d'accélérer à une vitesse supersonique en termes d'investissement, en termes de recherche et de développement. Donc en termes d'investissement, nous les industriels, en termes de financement, déjà avoir une économie européenne, voire française, qui investit massivement dans la recherche, c'est quelque chose qu'on aimerait, moi que j'aimerais à titre personnel en tant qu'industriel, et on travaille avec l'État en ce moment pour essayer de contribuer davantage dans notre secteur à des investissements en recherche. C'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les aides d'État. C'est une deuxième forme d'investissement et de financement. Hein. Et là, on a eu des débats avec Jean Tirole sur ce sujet-là, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises aides d'État. Aider avec des aides d'État des entreprises qui sont en difficulté, ça n'a pas d'intérêt et ça viendrait créer des distorsions de concurrence, probablement destructeurs de valeur. Mais des aides d'État, là où les Américains et les Chinois le font pour investir dans des outils de recherche ou de production, et où les Européens, pour des raisons qui leur sont propres, hein, justement, de règles de concurrence au sein des États, se refusent d'avancer, sur ce sujet-là, ça nous pose un problème en tant qu'industriel parce que ça nous incite à aller au fond ailleurs, là où ces sources de financement existent. Et on a pu le voir là dans le cadre de la crise du Covid, une évolution assez majeure hein, sur les aides d'État, où l'Europe a investi massivement et s'interroge, hein, le PIEC, hein, l'IPCI, le programme d'investissement d'intérêt européen commun en matière de santé, c'est des aides d'État dérogatoires pour pouvoir accompagner un secteur en termes de croissance. Ça veut dire aider à travers des financements des secteurs à forte croissance. Ce que les Américains et les Chinois ont compris, et ce que les Européens sont en train d'essayer d'élaborer, mais un peu avec retard. Et puis le troisième élément, la troisième partie, hein, le troisième étage de la fusée, c'est les conditions de marché. Et au fond, si on regarde l'Europe, on est un peu pénalisé sur les trois éléments, quoi. On a plutôt moins d'investissements en recherche, on a plutôt des difficultés liées à la réglementation européenne sur les aides d'État, et on a des conditions de marché qui sont liées à nos systèmes de protection sociale et à la régulation qui a été discutée auparavant dans la table ronde, où on a besoin de contraindre la dépense en fonction du financement qu'on veut mettre dans les systèmes de protection sociale.
contraindre la dépense, ça revient à dire ce qu'a très bien expliqué Olivier dans son introduction très brève tout à l'heure. Mais ça veut dire que lorsque vous avez de la pression, et Dominique Libault l'a connu à la tête de la direction de la sécurité sociale, une pression forte sur les recettes et sur les dépenses à un moment simultané, ça peut être la crise de 2008, vous avez énormément de déficits, vous voulez contraindre la dépense, et dans les postes, dans une enveloppe non fongible, vous allez regarder là où c'est plus facile, et le médicament a été une cible extrêmement simple, plus simple que l'hôpital, plus simple que la médecine de ville, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, expliciter, les raisons politiques, les raisons aussi peut-être de facilité. Et la régulation s'est traduite par les chiffres qu'a donné Olivier tout à l'heure. 14% du médicament dans la dépense de l'ONDAM en 2010, 11%. C'est-à-dire que vous avez eu effectivement une croissance qui s'est opérée de l'ONDAM. Et la part du médicament dans l'ONDAM a été davantage contrainte. Donc quand vous n'avez pas de financement pour la recherche, en tout cas insuffisant, lorsque vous n'avez pas accès aux aides d'État et lorsque vous avez une plaque qui est avec une régulation un peu contrainte, eh ben, vous êtes un industriel et vous définissez en tant qu'agent économique rationnel là où vous allez mettre vos actifs de production ou d'investissement. Et vous allez ailleurs, au fond. Et c'est ce qui a sauté aux yeux, au fond des Européens avec le Covid, où on s'est dit mais une partie des usines sont en Chine, une partie des centres de recherche sont aux États-Unis. Par miracle, c'est une biotech allemande qui a contribué à trouver le vaccin ARN messager, mais j'allais presque dire par miracle, parce que le tissu de biotech européen est très largement derrière le tissu de biotech américain. Donc les éléments de financement sont absolument à revoir, à mon avis, mais sur les 3 segments que j'ai explicités. Plus d'investissement dans la recherche, plus d'investissement en termes d'aide d'État pour avoir des actifs de recherche ou de production sur le sol européen à un niveau at scale, comme disent les bons Français, et puis des conditions de financement qui peuvent être revues, et à mon avis doivent être revues. Alors c'est là où la pluriannualité qu'évoquait Jean Tirole, à mon avis, nécessite d'être explicitée en termes de fongibilité des enveloppes. Il va falloir, et je n'ai pas la réponse, et je crois que Dominique Libault et Philippe Bouillou l'ont dit très honnêtement tout à l'heure, la situation post-Covid est extrêmement déficitaire, avec un niveau de prélèvement obligatoire très élevé, avec un niveau de dette élevé, avec une dépense qui est très élevée, à un moment où vous devez faire des efforts pour retrouver un équilibre, avec un hôpital public qui nécessite d'avoir des investissements, avec la médecine de ville qui va en demander aussi, et avec les médicaments qui vous en demandent aussi, l'équation elle est super complexe, ça fait aucun doute. Néanmoins, en pluriannualité, et puis quand je dis pluriannualité, c'est peut-être 5 à 10 ans, réviser les formes et utiliser les innovations, le digital, pour éventuellement diminuer la part de dépenses hospitalières ou de l'offre de soins et la rééquilibrer autour des innovations, que ce soit dispositifs médicaux ou médicaments, aurait vraisemblablement du sens. Merci de nous rappeler, si je ne trahis pas ta pensée en un mot, que le financement, c'est aussi un facteur d'attractivité, au fond. Et je me demandais, en t'écoutant parfois, si réellement tu allais gagner ces fameux 5% de vie supplémentaire du niveau du JDD. J'ai essayé de vous donner un petit peu de perspective. C'est vrai que ma conclusion n'était peut-être pas forcément celle qui va allonger notre espérance de vie. Non. En tout cas, ça va allonger notre inspiration jusqu'à Dominique Libault, auquel je passerai volontiers la parole maintenant. Dominique, vous êtes un grand connaisseur des LFSS, des lois de financement de la sécurité sociale, parce que vous avez été, je le rappelais tout à l'heure, directeur de la sécurité sociale et de tous les postes que vous ayez occupés dernièrement. C'est un sujet évidemment qui vous préoccupe, sur lequel vous avez beaucoup réfléchi. Donc j'aimerais qu'on revienne sur le cadre, parce qu'on voit à quel point les cadres sont enfermants. Ce sont des conditions premières si on veut changer les paramètres de notre réflexion. Donc on a beaucoup parlé de l'obstacle de la temporalité. Est-ce qu'une loi de financement de la sécurité sociale, on a compris que ça ne regardait pas à assez long terme, c'était myope, de manière dommageable. D'abord, si vous souhaitez nous redire pourquoi et que vient faire l'Europe d'ailleurs dans cette affaire, est-ce qu'il n'y a pas là un souci? J'aimerais également vous interroger sur la prise en compte du besoin. Il y a eu un très bon rapport, c'était rappelé tout à l'heure, du HCAM sur une réflexion fondamentale sur comment remanier le cadre général de la régulation et qui a permis de prendre en compte qu'au fond, les LFSS étaient très peu bâtis en partant de la notion de besoin. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette construction et de quelle manière elle serait à revoir si l'on veut s'élargir les chakras en termes de financement?
Alors, je vais essayer, mais d'abord en disant une fois de plus qu'il ne faut pas tuer le bébé avec l'eau du bain. Tout ça ne veut pas dire que nos outils sont si mauvais que ça. Restons optimistes, hein, voilà. 5%. Et je rappelle, enfin, le fait, par exemple, je reviens au fait qu'on était revenu quasiment à l'équilibre avant la crise sanitaire, c'était une performance qui était quand même assez intéressante dans un pays qui vieillit, qui a beaucoup de défis. Moi, on dit souvent qu'on n'arrive pas à réformer, mais quand on regarde, par exemple, en fait, l'impact des réformes retraite en France, il est tout à fait significatif hein, sur nos comptes sociaux. On a donc un impact en 2050 de 6 points de dépenses de PIB d'ores et déjà évitées grâce aux dépenses retraite. Donc, enfin, je ne veux pas dire effectivement que tout ça est à jeter, bien au contraire. Mais effectivement, il faut sans arrêt réfléchir à l'adaptation des outils face aux défis qui sont les nôtres. Et je pense effectivement que ça doit évoluer. Alors oui, la critique que je fais par rapport à ces outils, c'est sans doute une concentration un peu trop forte sur l'annualité qui a été, je le disais, un peu renforcée par le semestre européen après 2008-2010. C'est-à-dire que, pour être clair, quand j'étais directeur de la sécurité sociale, moi, j'ai quitté mes fonctions en 2012, donc pendant longtemps, je posais aux politiques en disant il y a plusieurs scénarios, vous pouvez vouloir un tel niveau d'équilibre ou de déséquilibre, vous avez des choix de recettes, des choix de dépenses, et voici ce que ça donne, et voici les différents scénarios. Et j'aimais bien cet exercice de confronter le politique à des choix, et faisait ces choix en toute connaissance de cause. Ce qui s'est passé un peu avec le semestre européen, c'est que la France a dû envoyer à Bruxelles, dès le premier semestre, ses objectifs de dépenses publiques. Et c'est là, au fait, qu'on a fixé l'ONDAM. L'ONDAM n'était plus fixé en loi de financement, mais dès le semestre européen. Et ensuite, on dit, vous devez rentrer dans les boîtes à chaussures. Donc voilà, et ça modifie pas mal les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, ensuite, on a fixation d'un objectif et donc il faut rentrer dedans. Alors ça a aussi des mérites, hein, ça veut dire, bon voilà, on a un objectif, on ne discute pas, mais effectivement ensuite c'est la répartition entre les différents secteurs, et comme ça a été évoqué, les différents secteurs, enfin si on avait des secteurs qui de toute évidence étaient dans une situation euphorique, on se dira, oui, effectivement, il faut faire des transferts, mais malheureusement c'est pas tout à fait la situation. On pourrait reprendre sur les différents domaines, ça a été évoqué sur l'hôpital, sur la médecine de ville, on a un certain nombre de sujets, donc c'est un petit peu complexe. Mais donc le fait donc d'avoir cette vision, donc un objectif fixé, pré-accenté, et l'obligation de rendre des comptes très fortement annuellement, et qui là encore n'est pas une mauvaise chose. Je pense évidemment qu'il faut garder un exercice démocratique annuel ou être financement de la sécurité sociale, mais je me dis, il faut qu'il soit guidé par une vision de moyen terme, de long terme. Moi, vous l'évoquez, effectivement, j'ai participé à de nombreux débats au Parlement, non seulement en 10 ans directeur de la sécurité sociale, mais enfin 10 ans auparavant, j'ai écrit les textes loi de financement. Honnêtement, dans un débat démocratique loi de financement, et que je pense un progrès par rapport à ce qui se passait avant, eh bien, on n'a pas le temps d'aborder les sujets au fond. C'est quand même une succession. Vous avez quelques heures pour parler du sujet famille, du sujet retraite, du sujet maladie, tout ça. Je ne pense pas qu'il y ait eu dans les lois de financement, parce que ça ne le permet pas, un vrai débat de fond, par exemple, sur le médicament dans les 10 ou 15 dernières années. Parce que notre pilotage démocratique est tel que ça ne le permet pas vraiment. Ça permet de bien gérer, de gérer d'une certaine façon les arbitrages sur les finances publiques annuelles, sur un budget essentiel qui s'appelle la sécurité sociale. Mais ça ne permet pas de réfléchir sur nos évolutions structurantes. Voilà. Et donc c'est là qu'il faut se donner des outils différents sur ce sujet, et qui notamment interroge les besoins, effectivement, interroge plus les besoins, mais aussi les opportunités d'efficience, parce que je le redis, ça je continue à l'affirmer, il y a des gains d'efficience possibles dans le système, et bien sûr, quand on dépense autant d'argent, enfin, il y a des gains d'efficience possibles. Donc c'est interroger les besoins, interroger les gains d'efficience, et donc davantage armer le débat démocratique et la décision sur ces sujets. Voilà, je pense que c'est ça l'orientation qu'on doit se donner pour les années à venir. Je dirais aussi, enfin peut-être sur un autre thème, mais est-ce qu'il ne faut pas plus se parler au niveau européen entre les conducteurs de ces politiques ?
moi, quand j'étais directeur de la sécurité sociale, pour être clair, j'avais absolument aucun contact, où Bruxelles n'organisait rien sur des dialogues entre les pilotes des politiques de sécurité sociale, alors que ça existe par exemple sur le travail. Hein, des directeurs généraux du travail, ils se voient régulièrement. J'étais toujours étonné, effectivement, alors c'est vrai que le concept sécurité sociale, il est pas tout à fait homogène, hein, d'un pays à l'autre. Vous ne trouvez pas une direction de la sécurité sociale tout à fait identique dans les autres pays, donc c'est plus compliqué. Et puis sur certains sujets, effectivement, certains pays peuvent dire je préfère négocier moi et ne pas avoir la totale transparence. Mais je me demande si sur certaines évolutions fortes, oui, et la crise sanitaire a montré quand même qu'on progressait sur une approche santé au niveau européen, si quand même on ne devrait pas sortir de cette approche-là pour avoir des débats, quelle place on donne à l'innovation au sein de l'Europe et comment ça se traduit dans les budgets publics. Oui, c'est des sujets qui ne sont, je pense, à peu près jamais abordés dans le cadre européen. Et Dominique Libault, vous vous félicitiez effectivement il y a quelques années du moment où on pouvait presque se féliciter d'avoir remis les comptes de la sécurité sociale. C'était une vieille antienne à l'équilibre. Et moi, je me rappelle, pour avoir participé à une commission des comptes de la sécurité sociale, avoir entendu effectivement tout le monde se réjouir de ce presque équilibre. Et puis quand on a fait un tour de table, le représentant de l'hôpital nous disait qu'il était moribond, le représentant des complémentaires santé nous disait que ça n'allait pas du tout. Enfin, on avait tous l'impression de mourir en bonne santé. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une façon d'être obnubilé par la dette économique qui nous a fait créer de la dette épidémiologique et de la dette organisationnelle? Oui, le sujet est certainement, en tout cas, de mieux prendre en compte l'ensemble des sujets. Enfin, je donne un exemple qui n'est pas lié aux médicaments, mais dans la façon d'aborder les sujets. Alors, ce qu'on a bien pris en compte, je pense, c'est l'idée qu'il ne fallait pas augmenter sans arrêt le reste à charge sur les ménages. Je le dis, parce que ça a été vraiment une continuité des politiques publiques, parce qu'on pourrait dire, je résous les problèmes de budget en augmentant le reste à charge. La France, aujourd'hui, elle reste à charge le plus faible donc au niveau mondial sur les dépenses de santé. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas quelques marges de manœuvre. Moi-même, quand j'étais directeur de la sécurité sociale, j'ai inventé le forfait de 50 centimes donc, sur le médicament et je n'ai pas honte pour ça. Donc, on a un faible reste à charge. Mais globalement, je trouve que c'est plutôt bien. On a beaucoup travaillé sur l'accès aux soins. On le sait. Et encore une fois, l'accès aux soins ne veut pas dire avoir des résultats homogènes en termes de santé entre l'ensemble de la population pour autant. Mais sur donc les autres thèmes, oui, il y a sans doute des sujets qu'on n'a pas suffisamment pris en charge, et notamment le sujet d'attractivité des métiers. Par exemple, combien je paye les acteurs du système? Oui, c'est une donnée importante, c'est-à-dire qu'on a besoin, pour faire fonctionner un système, d'attractivité. Alors là aussi, il ne faut pas tomber dans un pessimisme absolu en disant tout est noir aujourd'hui. Je vois, quand on voit Parcoursup, c'est les écoles d'infirmières qui sont le plus demandées et tout ça, donc tout n'est pas négatif. Mais on sait pour autant qu'on a des vrais sujets d'attractivité dans notre système. Et que si on ne les prend pas suffisamment en compte, eh bien ensuite c'est le jeu de l'offre et la demande. Et on va payer très cher pour avoir effectivement des personnes qui viennent remplacer, là, etc. Donc c'est pas très intelligent sur un plan purement même économique et de la dépense publique. Donc oui, là c'est un domaine effectivement qu'il faut mieux prendre en compte. Par exemple, l'attractivité des emplois. Mais donc l'attractivité tout court, effectivement, est un sujet qui doit demain être davantage pesé dans la décision publique. Merci beaucoup, Dominique. Vous avez évoqué également l'efficience de l'organisation des soins. Alors avant de passer la parole à Séverine Salgado notamment, je voudrais peut-être me permettre de vous réinterroger, professeur Jean Tirole, pour avoir votre sentiment en termes d'économie générale. L'innovation technologique est le premier facteur de l'évolution de l'organisation, d'une manière générale, du travail. On a le sentiment qu'en matière de médicaments, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, cet aspect-là est complètement négligé. On ne regarde jamais le médicament innovant comme un facteur de transformation des organisations, et donc derrière un facteur d'efficience, qui n'est pas d'ailleurs toujours un facteur d'économie. Efficience n'égale pas économie, mais c'est déjà une vertu économique intéressante. Quel est votre point de vue et qu'est-ce qui manquerait aux médicaments pour créer ce lien direct entre impact organisationnel et efficience? Je crois que quand même les gens réalisent que l'innovation est très importante dans le médicament et ça se voit de plus en plus. La question, c'est est-ce qu'ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour que cette innovation se passe. C'est un peu là qu'est le problème.
Donc il faut changer les structures. Bon, Olivier Bogilot l'a mentionné tout à l'heure. C'est vraiment crucial. Ce désert universitaire français, par exemple, est vraiment catastrophique. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui partent à l'étranger, mais ce sont les meilleurs, comme dans tous les domaines. Pareil pour les startups. C'est un problème absolument considérable. Et oui, il faut de l'aide publique, mais de l'aide publique au bon sens. Donc on en revient, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il faut vraiment avoir une politique publique européenne en faveur de l'innovation qui permette d'avoir vraiment ces innovations. Je vous rappelle quand même que les 2 success stories européennes pour le Covid, c'était BioNTech et AstraZeneca, quand c'était encore en Europe. Les deux qui ont découvert les médicaments étaient financés par le Conseil européen de la recherche. Peut-être que vous ne savez pas, enfin j'imagine certains d'entre vous savent ce que c'est que le Conseil européen pour la recherche, mais c'est ce qui distribue des bourses sur des sujets à très haut risque à quelques personnes. Donc typiquement politique industrielle, dans le cas particulier de l'éducation. Et il s'avère que à la fois BioNTech et AstraZeneca, les gens avaient touché, pas forcément d'ailleurs sur les vaccins, il y en a un qui n'était pas sur les vaccins d'ailleurs, avaient touché ces bourses, qui sont vraiment des bourses données par les pairs. Le politique n'a rien à voir là-dedans. C'est entièrement quelque chose de... C'est très très propre comme gouvernance. Et in fine, ça a payé. Ça a payé. Mais c'est l'exception, hein, je suis d'accord. BioNTech, je crois qu'il ne faut pas trop se leurrer. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et il faut vraiment... ce désert des startups en Europe est absolument catastrophique pour notre industrie. Enfin, donc il faut vraiment qu'on accepte de changer les structures. Et là, immédiatement, le réflexe politique, c'est non, on veut garder le contrôle. Et donc l'Agence européenne sur l'innovation, c'est la Commission européenne qui garde le contrôle. Donc ça pose toutes les questions du retour sur investissement de chaque pays, d'intervention pour favoriser tel thème, tel groupe. Enfin, alors que si on fait ça par justement un jugement uniquement par les pairs, on arrive à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus intègre. Et donc, il y a un changement de gouvernance et de structure à opérer. Alors, on voit bien que les problématiques de financement, on l'a beaucoup abordé dans cette première partie, elles sont à considérer en amont par ces politiques d'aide publique à la recherche. Elles sont à considérer ensuite sur le budget lui-même que l'on accorde aux médicaments dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Et on a vu à quel point il fallait peut-être qu'on se pose la question de la bonne adaptation, de le bon niveau de capitalisation de ce budget par rapport aux besoins formidables qui ont beaucoup été évoqués autour de l'innovation, de l'impératif de relocalisation, de maintien de la production de médicaments essentiels. Mais on ne rêve pas, on est dans le contexte post-Covid que nous connaissons, il va y avoir beaucoup de demandeurs légitimes à la porte de la prochaine LFSS, donc on va tous essayer, enfin en tout cas du côté de l'industrie pharmaceutique, de convaincre qu'il faut réoptimiser ce budget médicaments, mais il nous faudra chercher des poches externes de croissance. Et là je me tourne vers ma voisine de droite, c'est sans doute la première fois qu'on vous appelle Séverine une poche externe de croissance, pardonnez-moi ce terme, mais qu'en est-il d'une réflexion ou de la nécessité de réfléchir à nouveau sur la répartition AMO-AMC, aide médicale obligatoire, aide médicale complémentaire. Alors, je ne vais pas vous demander de refaire le débat post-HCAM, qui avait beaucoup animé la place, mais s'agissant plus particulièrement du médicament, est-ce qu'il y a quelque chose à imaginer sur une nouvelle clé de répartition ? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette question. Alors, effectivement, on ne va pas refaire le débat, et d'autant que le débat, moi, je considère qu'il avait été assez mal posé, il a été un peu hystérisé, et pour autant, il était utile. Je crois qu'on avait tous intérêt collectivement à repenser cette partition entre un financeur public et des financeurs privés, parce que je crois qu'il est assez évident et assez clair que cette partition, aujourd'hui, elle n'est plus adéquate. Il faut vraiment la repenser. Quand on reprend la promesse initiale de la sécurité sociale, que la mutualité française endosse bien volontiers, à savoir chacun doit recevoir selon ses besoins, eh bien, j'ai l'impression qu'on n'y est pas vraiment aujourd'hui, selon l'endroit où on vit, selon la classe sociale à laquelle on appartient. On n'est pas exposé aux mêmes déterminants de santé, on n'est pas exposé, on n'est pas pris en charge de la même façon. Et résultat, on peut avoir aussi des restes à charge très différents et des restes à charge qui augmentent significativement avec l'âge. Donc, on a des restes à charge qui sont les plus
faibles de l'OCDE et du monde, mais on a des restes à charge qui sont très concentrés sur une catégorie de la population. C'est vrai pour l'hôpital, enfin c'est vrai pour à peu près tous les postes de dépenses, dont celui du médicament. Et nous, ensuite, Mutualité française, on hérite en quelque sorte de ces inégalités qui sont la résultante d'une prise en charge par la sécurité sociale qui est en fait assez proportionnelle aux dépenses. Et pour autant, donc moi je considère que cette partition, elle doit bouger, le statu quo n'est pas souhaitable. Pour autant, il me semble que cette complémentarité entre un financeur public d'un côté et des financeurs privés de l'autre, elle doit être préservée parce qu'elle apporte de la plus-value dans le système. On a un financeur public qui est en situation de monopole obligatoire, qui va fixer des paniers de soins remboursables, qui va fixer des tarifs, et qui est garant d'un socle qui est l'un des plus larges au monde déjà aujourd'hui, hein, l'un des plus larges de solidarité nationale. Et puis à côté, on a des financeurs privés qui vont apporter, alors à la mesure de leurs moyens, hein, on le disait tout à l'heure, on finance 13% des dépenses de santé, on finance 1/8 des dépenses du médicament exactement. Donc à la hauteur de nos moyens, on apporte de la souplesse, de l'agilité, on va apporter de l'innovation dans les prises en charge. Et donc il me semble que cette innovation, enfin cette prise en charge, même si elle est assez minoritaire dans l'ensemble du budget du médicament, elle peut quand même apporter un petit supplément et on peut imaginer une répartition qui soit différente et qui puisse effectivement accompagner les industries du médicament. Alors quand je parlais d'innovation dans les prises en charge, la vérité quand même m'oblige à vous dire de suite que les innovations qu'on prend en charge, c'est plus ou qu'on a mis en œuvre, hein, parce qu'on est aussi offreur de soins et offreur de services. Les innovations qu'on finance, c'est quand même plutôt des innovations d'ordre organisationnel, plus que, évidemment, dans le champ thérapeutique, mais on n'a aucune autorité, aucune légitimité scientifique pour venir sur le champ du thérapeutique. On est aussi un membre parmi d'autres au sein du comité économique des produits de santé. Donc voilà, on est aussi un membre très minoritaire dans la fixation des tarifs. Et puis une autre vérité aussi, c'est que les innovations que nous avons pu financer, c'est assez peu souvent dans le champ du médicament. Je pense par exemple au tiers payant, on en parle beaucoup, mais les premiers à faire du tiers payant, c'est dans le champ du médicament en l'occurrence, ce sont les pharmacies mutualistes qui ont créé le tiers payant, mais on a aussi des innovations qu'on va prendre en charge, par exemple la récupération rapide après une intervention, la prise en charge des personnes en situation de perte d'autonomie au domicile des patients. En général, on n'attend pas d'avoir une loi pour pouvoir le faire, on essaye de se débrouiller ensemble. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire, peut-être quand je parle d'innovation organisationnelle, peut-être que le rôle des mutuelles, c'est pas tant sur le champ du médicament en tant que tel, mais peut-être plus sur une intervention plus globale sur des parcours de soins, des parcours de santé, où moi j'étais assez intéressée par ce qui avait été dit dans la table ronde précédente, qui dit que c'était sur un cas de rhumatologie, avec une innovation thérapeutique majeure, on vient baisser la durée moyenne de séjour en service de rhumatologie par exemple. Et ça, c'est des choses que nous, on peut accompagner. On peut accompagner par exemple les sorties d'hospitalisation, mais aussi en amont. Et puis, en revanche, s'il y a bien quelque chose qui n'est ni satisfaisant ni gratifiant pour les mutuelles, c'est quelque chose d'assez paradoxal, en quelque sorte, qui est moins le médicament est efficace, c'est-à-dire moins le taux de prise en charge par la sécurité sociale plus il est faible, et bien plus les mutuelles prennent en charge, puisqu'on prend en charge le ticket modérateur. Et ça, c'est pas gratifiant. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il va falloir sortir à un moment, parce que voilà, c'est pas le rôle que les mutuelles souhaitent endosser, en tout cas aujourd'hui. Bien sûr. Donc on comprend effectivement ce rôle essentiel que pourrait jouer peut-être davantage encore le secteur complémentaire sur l'efficience des parcours de soins, au centre de laquelle d'ailleurs se trouve le médicament, qui peut être aussi un facteur d'efficience. Il y a, et ça c'est un levier de croissance potentielle, hein, ça dégagerait effectivement de la marge de financement. Il y a un autre aspect assez proche de l'efficience de l'organisation des soins, qui pourrait être une source de nouvelles économies, qui donnerait là aussi un peu d'oxygène, c'est le bon usage du médicament. Je me retourne à nouveau vers l'industriel, vers toi Olivier. Est-ce que tu penses que les industriels peuvent jouer un rôle
dans l'optimisation du bon usage du médicament en tant que source d'économie, pour le sujet qui nous intéresse. On a parlé dans la table ronde précédente de la maîtrise médicalisée. On a vu que c'était difficile à mettre en œuvre, que les rendements étaient relativement aléatoires. Peut-être que les industriels pourraient s'engager sur ce sujet. Je ne sais pas si tu as une réflexion. Oui, enfin, je veux dire, ça a été dit tout à l'heure, je partais très macro, du point de vue très micro, et évidemment, les agents économiques et les industriels en particulier sont là pour essayer de tirer toute l'efficience dans le système. J'évoquais l'émergence du digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un médicament ou un dispositif médical, et d'ailleurs la réglementation évolue dans ce sens-là, souvent est maintenant associée à des outils digitaux pour pouvoir optimiser les prises en charge. Donc tout ce qui peut être fait pour, améliorer les conditions de vie des patients, améliorer leur prise en charge, s'assurer qu'ils sont totalement observants au traitement, s'assurer que les outcomes sont les meilleurs possibles lorsque vous rentrez dans un schéma thérapeutique, ça a beaucoup de valeur. Il faut pour ça des outils, il faut pour ça le mesurer. C'est là où le mariage entre la tech, le digital et le médicament arrive bien. C'est là aussi où il faut avoir accès aux données, ce qui est un sujet en tant que tel qui fait l'objet de débats, parce qu'on sait toute la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui pour avoir accès à certaines bases de données du SNDS et faire des analyses. Mais une fois qu'on aura fait tomber ces obstacles-là, oui, moi je pense qu'il est de la responsabilité des industriels du médicament d'offrir des médicaments et l'ensemble éventuellement du service associé pour pouvoir permettre d'avoir les meilleurs outcomes possibles, à la fois en termes d'efficacité et en termes financiers. Alors, sans doute des choses à changer dans le cadre général de la régulation, nous l'avons vu. Considérer le médicament comme éventuellement un investissement, peut-être pas tous les médicaments, on y reviendra. Réfléchir à nouveau sur la partition AMO-AMC et peut-être reconsidérer le médicament comme un facteur d'efficience dans l'organisation des soins, considérer l'acteur industriel avec ses médicaments comme pouvant aider à générer des économies sur le thème du bon usage. Je voudrais maintenant qu'on se retourne vers vous, Philippe Bouilloux. Alors, vous étiez un peu au centre de la table ronde tout à l'heure parce que c'était le sujet de la régulation. Et là, vous êtes tout à la fin. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'on comprend bien que sur le sujet du financement, quand on préparait cette table ronde, vous me disiez, je ne pourrais pas faire preuve de la même énergie créatrice que probablement mes copains panélistes ne l'avaient pas dit comme ça. Mais nous respectons tous cette position. Néanmoins, vous avez, en tant que président du CEPS, un rôle d'observateur essentiel pour apprécier tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais peut-être vous lancer, Philippe, derrière une question, parce que je crois que ça doit rester les deux chiffres de cette matinée. Le marché du médicament croît à plus de 10% en 2021. C'est historique. On n'avait jamais vu ça depuis 30 ans. Et en même temps, toutes les études économiques nous disent qu'on connaît les facteurs de cette croissance. C'est essentiellement l'innovation. Et puis le vieillissement, mais essentiellement l'innovation. Et en parallèle de ça, le budget du médicament, c'est-à-dire celui que vote chaque année l'État pour se dire je vais payer mes médicaments avec ça, tout le reste c'est la régulation qui devra faire la différence, eh bien il n'a pas bougé ces 10 dernières années. Il a cru, si c'était passé par là, très légèrement l'année dernière, 1%. Il y a une différence phénoménale entre les deux. Est-ce que ça interroge dans le quotidien de sa pratique le président du CEPS que vous êtes en vous disant on me demande de faire rentrer des choses dans une poche qui est véritablement trop étroite? Merci Eric. Bon, il y a un petit jeu d'acteur là, parce que Eric aime bien me chambrer. Donc là, j'étais sur le point de remercier Eric de m'avoir laissé parler en dernier. Mais vu la colle qu'il me pose pour terminer, je retire mes remerciements. Je vais y répondre, mais je vais y répondre en dernier. Je reviens sur le premier point. Pourquoi j'avais envie de le remercier? Parce que quand j'ai entendu les deux premières questions sur le médicament comme investissement et puis sur est-ce qu'on doit fixer le prix, je ne sais pas, mais enfin, est-ce qu'on doit prendre la valeur sociale du médicament? Je me suis dit, je suis embarrassé parce que ce n'est pas exactement notre quotidien. Et quand Jean Tirole a commencé à répondre, je me suis dit, oui, encore moins.
Puis là-dessus, j'avais un peu de temps, donc je réfléchissais à ma réponse. Et là, voilà le coup de pied de l'âne. Pardon, ne le prends pas mal. Hein. J'aime bien le chambrer aussi, hein, pour dire les choses. Bon, donc du coup, je propose de revenir en 2 mots sur la notion d'investissement, et puis à partir de là, des débats qu'on peut tirer, hein, à partir du sujet investissement, et puis sur la valeur sociale. Bon. Sur l'investissement, pourquoi je dis que j'étais un peu mal à l'aise, c'est parce que quand Jean Tirole a répondu, il a répondu sur la logique, c'est dépenser aujourd'hui pour économiser plus tard. Donc c'est accepter un coût upfront et puis voilà, l'intégrer dans la durée. Et c'est pas la façon dont on tarifie de manière absolument générale. Nous, quand on nous parle d'investissement, c'est comment vous prenez en compte, vous CEPS, vous prenez ou vous ne prenez pas en compte le fait qu'un médicament est produit en Europe ou en France. Et donc là, j'ai la réponse que je faisais tout à l'heure, on donne de la stabilité. Maintenant, dans la loi de financement, il y a un article qui dit on va pouvoir en tenir compte dans le prix dès lors que ça donne une sécurité d'approvisionnement. Donc voilà la façon réflexe dont je réponds sur l'investissement. Dans la logique qu'évoquait plus directement Jean, qui était une logique intertemporelle, il a cité, je me suis dit en écoutant que je n'avais pas rien à dire, heureusement. Donc il a cité l'hépatite C. Bon, on a une actualité aujourd'hui, au-delà de l'hépatite C, d'abord avec beaucoup de médicaments qui sont très innovants et très onéreux, et avec de manière emblématique la question des thérapies à administration unique, et notamment des thérapies géniques et cellulaires. Et donc là, on essaye de traiter cela. Et ce faisant, on s'inscrit dans une logique d'investissement au sens où Jean Tirole l'exprimait quand il parlait du niveau microéconomique, c'est-à-dire celui d'un produit. Mais là, ce qui nous manque, et je vais atterrir sur mes pattes sur la question que posait Eric, ce qui nous manque, c'est la visibilité pour savoir si on est confronté à un changement de régime et donc à une croissance qui est dans la durée plus dynamique, ou si on est confronté à un choc initial qui ne préjuge pas de ce que sera la même croissance dans la durée. Et cela, que ce soit au niveau macroéconomique ou même au niveau microéconomique sur les innovations dans telle ou telle classe, c'est une question redoutable sur laquelle l'horizon scanning pourrait nous aider, et on ne le fait pas suffisamment. Donc il faudrait qu'on sache, être plus efficace en matière d'horizon scanning pour déceler les bosses, et 2, que cela soit pris en compte dans la définition des contraintes macroéconomiques, donc typiquement de la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, ensuite, puisque j'ai commencé sur les thérapies géniques pour dire un petit peu le type d'approche que l'on conduit, eh bien, et c'est là que j'ai été ensuite mal à l'aise, parce que je me suis dit, on fait des progrès, on essaie de raisonner un peu, d'injecter là-dedans de l'évaluation médico-économique, ce qui n'est pas notre pain quotidien, et donc on raisonne en euros par quali, et du coup, on prend en compte une durée d'effet, et une durée d'effet avec beaucoup de discussions, beaucoup d'incertitudes, etc. Mais j'ai entendu Jean qui passait très vite sur ce sujet en disant bon, on ne va pas se limiter à de l'euro par quali. Oui, pour nous, c'est déjà un progrès d'aller vers l'euro par quali. Hein, on pourrait peut-être sauter cette étape d'ailleurs. Et du coup, quand Jean Tirole disait il ne faut pas faire que de l'euro par quali, donc là on pourrait, je suis prêt à en parler, mais pour nous, c'est déjà un progrès de faire cela. Et ensuite, il y a la question, si on veut aller au-delà, effectivement, il y a la question de la valeur sociale. Bon, alors, la valeur sociale, c'est assez difficile à définir. Enfin, je pense que c'est tout ce qui est value-based pricing. Et c'est notamment... Oui, non ? Bon, c'est notamment ce qu'ont essayé de faire les Anglais. Parce que les Anglais... et encore une fois, on les voit, on parlait de contacts internationaux, on les voit beaucoup moins depuis le Brexit. Hein. On a des contacts au niveau européen, mais les Anglais, nettement moins. Mais les Anglais étaient dans un système où ils mettaient vraiment en avant l'évaluation médico-économique avec des euros par quali et avec des seuils. Et si c'est au-dessus, enfin je schématise, mais l'idée initiale, c'est si c'est au-dessus du seuil, on ne rembourse pas. Bon. Et quand ils ont parlé de valeur sociale,
chronologiquement, enfin dans les années 2010, je pense, c'était avec l'idée justement de sortir d'une construction mécanique d'un indicateur médico-économique. Et ils ont introduit, pour traiter la valeur sociale, explicitement, l'idée c'est on va élargir, on va prendre d'autres critères. Alors les critères, c'était, on va prendre en compte le fardeau de la maladie. Bon, ça c'était une façon d'être déguisé, de dire il faut faire des choses spécifiques pour le cancer. Ensuite, ils ont dit on va récompenser l'innovation industrielle. Bon, parce qu'un investissement dans la R&D, ça va avoir des externalités, puisque ça va pouvoir profiter à la recherche dans d'autres domaines, sur d'autres produits, etc. Et troisièmement, il y a différents types d'externalités qu'on peut intégrer dans une analyse socio-économique et qui ne sont pas pris dans l'évaluation médico-économique. C'est notamment le fait de permettre le retour à l'emploi d'une personne jeune, etc. Donc, ils ont lancé ça, mais alors ça soulève un certain nombre de questions. Un, c'est une question de faisabilité, parce que très vite, ils sont revenus, alors je ne sais pas quel est le dernier point, hein, mais ils sont revenus sur des choses un peu plus spécifiques. Par exemple, créer un fonds d'innovation pour le cancer. Bon, au lieu du critère que j'ai ajouté. Donc, je crois que tu évoquais les questions de financement externe. Donc, il y a les fonds d'innovation. Il me semble que la principale caractéristique de la démarche anglaise en matière de fonds d'innovation pour le cancer, c'est qu'ils ont explosé le budget. Où ils l'ont régulièrement dépensé. Mais récemment, ils ont élargi, c'est plus sur le cancer, c'est sur l'ensemble des produits innovants. Je ne sais pas si on a le recul pour savoir si ça marche ou pas. Mais sinon, sur les questions de gouvernance, c'était intéressant parce que les Britanniques, avec le NICE et avec leurs évaluations médico-économiques, avaient un processus assez technocratique. Et ils sont en train d'introduire en fait du multicritère. Ils élargissent. Nous, on part de la santé, on part des ASMR, et puis on nous demande, notamment à l'occasion des PLFSS ou dans la révision des accords cadres, d'intégrer de nouveaux critères. Et on se dit, mais accrochons-nous quand même à un critère un peu technocratique qui est celui de l'évaluation médico-économique. Donc je me demande si au bout du compte, on ne va pas d'une certaine façon se retrouver à converger. Ils étaient sur de l'évaluation médico-économique et ils se lancent dans du multicritère. Et nous, on était sur de l'ASMR qu'on enrichit avec d'autres critères, mais en s'accrochant, si possible, à l'évaluation médico-économique. Voilà, c'était mes réactions un peu en direct. Merci, parce que c'est très riche, comme toujours. Et je voulais simplement... À la limite, c'est de l'économie politique plus que de la politique économique. Hein, oui, mais nous sommes à la frontière des deux, là, nous le voyons bien sur ces sujets, très vite. Je vais peut-être revenir sur le terme de valeur sociale en me retournant vers Jean Tirole. Dans nos propos, quand on réfléchissait investissement, d'abord on s'attachait à une certaine catégorie de médicaments dont il faudrait définir les critères. Probablement pas tous les médicaments, sinon on pourrait considérer peut-être à la limite, je ne sais pas ce que vous en pensez, toutes les dépenses de santé par nature comme des investissements. Donc si le sujet de définir la notion d'investissement revient de manière très pragmatique à se dire derrière cela je vais trouver un fonds spécifique qui échapperait à l'annualité budgétaire et qui serait géré en décloisonnement, il faudrait probablement que ça soit circonscrit à certains médicaments. Et la notion de valeur sociale s'attachait un peu à la manière dont on a tous regardé les vaccins de la Covid, au fond, à l'idée qu'il y avait des médicaments qui avaient un impact direct sur l'économie d'un pays. Le vaccin de la Covid, à un moment donné, c'était des points de PIB qui étaient en jeu. Et ça, c'était extrêmement tangible. Et de même, un médicament qui, demain, éradiquerait totalement une maladie, le prochain traitement curatif de la maladie d'Alzheimer, on souhaite tous de nos voeux, aura un impact extraordinaire sur l'économie des pays. Est-ce que ce n'est pas ça la notion de valeur sociale qu'il faudrait arriver à définir et à ce moment-là, est-ce que, je me tourne vers vous, Jean Tirole, ça ne changerait pas non plus les sources de financement, parce que, là encore, exemple de la Covid, on n'a pas financé la Covid sur le fonds de l'assurance maladie. On pose d'ailleurs la question du jour où il faudra le réintégrer. On a financé les vaccins de la Covid sur des fonds d'État. Donc est-ce qu'un investissement n'est pas, par définition, comme on finance un pont, une autoroute, un financement, au moins un amorçage de fonds d'État? Donc valeur sociale et quelle source de financement? Je pense aussi que... Alors, tout d'abord, je mettrai l'innovation en dehors quand même, parce que, comme je disais, il faut un soutien très fort de l'État à l'innovation, mais ce n'est pas forcément la bonne façon de le faire, de le mettre
dans le SMR ou dans ce genre de choses, parce que c'est extrêmement compliqué. Le SMR. Là, je me contredis un petit peu parce que je voulais que le SMR soit beaucoup plus vaste, mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça devient très très difficile. Donc si un laboratoire bénéficie d'un médicament et qu'il découvre une nouvelle technologie, ce brevet pourra être utilisé sur d'autres médicaments sur lesquels il pourra y avoir effectivement un revenu déjà. Ouais. Alors bien sûr, il y a une retombée technologique générale à la R&D. C'est pour ça qu'on subventionne la R&D. C'est pour effectivement faire en sorte qu'on récompense les entreprises qui fassent de la R&D. Alors les dépenses de santé comme investissement, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle investissement. C'est-à-dire qu'on peut très bien trouver des exemples où, d'un point de vue purement monétaire, ça soit au contraire une dépense supplémentaire. Si on maintient quelqu'un en vie plus longtemps, ça fait des dépenses supplémentaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, loin de là. Ça fait partie de notre vie. Il y a l'humain qui est derrière. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est quand même beaucoup plus facile de mesurer un effet économique. Donc, par exemple, pour le Covid, on a mesuré des taux de rendement sur le vaccin qui étaient absolument fabuleux. Enfin, c'est incroyable. En se limitant uniquement aux choses économiques, sans parler effectivement des décès, du Covid long, etc. Donc c'est quand même très très important. Donc, la question, c'est le problème de l'analyse bien coût-bénéfice classique en économie. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, il faut mettre une valeur sur maintenir quelqu'un en vie, une vie de bonne qualité. Bon, les Anglais le font régulièrement. C'est toujours un peu plus délicat d'en parler en France. Mais on peut se baser, c'est pas à l'économiste de décider quelle est la valeur d'une vie ou ce genre de choses, mais combien nos gouvernements paient pour maintenir une vie, quoi. Et là, on peut mettre des chiffres et essayer de calculer. Mais à mon avis, alors c'est peut-être un point de vue extrémiste, contrairement à l'innovation, ça je le mettrais plutôt dans le SMR. Mais je comprends bien Philippe, hein, je vois bien ton point de vue, c'est-à-dire que si on commence à mettre tout dans le SMR, ton job devient très très compliqué parce qu'à un moment ou à un autre, il faut déjà que tu aies les données, et finalement on arrive à tout faire dans la seule agence. Mais bon. Olivier, tu voulais réagir aussi sur ces questions? Alors, en fait, moi je voulais revenir sur le financement et réagir à l'intervention de Philippe Bouillot parce que au fond, Philippe Bouillot, il a un job super dur parce qu'il doit jouer avec la contrainte. Il régule sous contrainte financière. D'abord, cette contrainte financière, elle ne vient pas d'aujourd'hui, elle vient de hier. Et hier, il y a longtemps, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, probablement que la base aujourd'hui, la base de dépense du médicament est trop faible. Et donc, on va se retrouver là particulièrement touché parce que non seulement elle est trop faible, mais elle est trop faible dans une période où il y a une accélération de l'innovation, on disait 10% de croissance. Et donc, comment on fait pour desserrer la contrainte pour vous? Il n'y a pas beaucoup de méthodes possibles. Dominique Libaud a évoqué, on pourrait desserrer la contrainte en mettant du reste à charge un peu supérieur. On pourrait essayer d'aller regarder dans l'ensemble de la dépense sociale un peu de fongibilité et de chercher des économies ici pour le réinjecter sur le médicament. Mais on sait que ça, pour le coup, c'est de l'économie politique. C'est pas simple. C'est pas simple politiquement de pouvoir faire ça. Après, il y a une augmentation de l'enveloppe. Mais augmenter l'enveloppe, c'est là aussi pas simple parce que les prélèvements obligatoires, je le disais tout à l'heure, sont très élevés en France. La dette est élevée aussi, donc c'est pas facile non plus. Mais donc, ce qu'il faudrait, au fond, c'est élargir l'enveloppe par davantage de croissance. Au fond, du point de vue économique, il faudrait sortir de la croissance molle pour avoir une croissance un peu plus dynamique. Et pour avoir une croissance un peu dynamique, il faut investir dans l'innovation. Et donc, dans notre secteur, on se mord un peu la queue, si vous voulez, parce qu'on est à la fois sous contrainte, dans un secteur qui mérite d'avoir de l'innovation et de la croissance pour pouvoir desserrer la contrainte pour vous. Donc, je disais que votre job n'était pas simple, je le dis encore, mais de toute façon, vous êtes face à un mur. Hein, si effectivement la sortie des innovations est durable dans le temps, il faudra trouver des réponses à toutes les questions que j'ai viens d'essayer de vous poser. Merci Olivier. Oui, je vois que Philippe Bouillou, face à un mur, veut réagir. Non, en fait... Évidemment. Moi, j'ai le sentiment, pardonnez-moi de vous couper, que le sujet de est-ce que l'innovation est durable, il a été tranché. Alors, il faut peut-être qu'on travaille encore sur les chiffres, mais les modèles montrent très clairement qu'on en a pour 10 ans encore. Hein. Je crois qu'à 10 ans, on ne se trompe pas en disant qu'on est dans une période extrêmement faste d'innovation. On prononce cela comme un fait. Pardon, Philippe Bouillou, vous vouliez réagir.
Non, il y a une vague d'innovation. Oui, est-ce que c'est au moment du CSIS l'été dernier, on parlait d'un tsunami d'innovation. Moi, je voudrais voir le profil. Et puis derrière, de manière opérationnelle, il faut qu'on ait quand même au moins des ordres de grandeur. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière et sur l'évaluation médico-économique. Parce que j'ai dit qu'on insérait de l'évaluation médico-économique. Et du coup, Jean Tirole a réagi en disant, alors là, on rentre dans les débats sur le coût de la vie. Donc une précision, ça, les Anglais ont franchi ce seuil, c'est un seuil difficile. Et puis une question en appelle une autre et c'est très très compliqué. On n'est pas dans cette logique-là en France, parce que d'abord, ça serait vraiment une question de société et une question politique. Mais pour autant, on peut bénéficier d'apports dans l'analyse de la valeur d'un médicament à partir de l'évaluation médico-économique. Et juste pour être un peu concret, il y a deux axes sur lesquels on peut s'appuyer. Premièrement, ça nous permet de regarder des notions d'efficience et de regarder des points de dominance. C'est-à-dire si à un moment donné, on est en train de discuter d'un prix, on reconnaît les qualis apportés par un médicament. Si on les valorise négativement, bon, c'est très bien pour nous en termes d'efficience, on comprend que ce soit difficilement acceptable par le laboratoire. Donc ça nous donne des éléments informatifs de ce type-là. Le deuxième point, c'est qu'un peu par essence, quand on a des chiffres de coûts en euros par quali, sur un produit, ça nous donne une information qui ressemble à un coût d'opportunité. Alors après, la notion de coût d'opportunité, on peut regarder si on la compare par rapport à tel ou tel autre médicament innovant qu'on a tarifé récemment dans une autre classe, ou par rapport à la moyenne de ce que l'on fait, on ne s'est pas engagé là-dedans, ou si on était en valeur sociale, on pourrait regarder par rapport à la valeur de la vie statistique, ou par rapport à d'autres types d'interventions publiques. Donc on n'en est pas là, bien sûr, et tout ça n'est qu'embryonnaire chez nous, mais l'évaluation médico-économique enrichit ou peut enrichir nos analyses avec cette prise en compte, d'une certaine manière, d'un coût d'opportunité exprimé autrement. Ensuite, de manière beaucoup plus modeste, on n'a pas reprononcé le mot là, de logique en stylo, mais on a parlé de maîtrise médicalisée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des objectifs maîtrise médicalisée et économie par baisse de prix qui sont distincts. Et je crois que c'est un domaine dans lequel on peut progresser pour le médicament et pour les dispositifs médicaux. Il y a dans la salle quelques personnes qui vont voir de quoi je veux parler. Mais quand on a des choses qui sont très simples, hein, il faut qu'on soit collectivement bien organisé pour qu'un impact organisationnel, ce ne soit pas uniquement le laboratoire qui nous dit « j'ai un impact, faites-moi confiance », il faut que ce soit validé. Les validations dans notre système, elles passent par la haute autorité de santé, et à nous après de les prendre en compte pour essayer de ne pas raisonner trop en silo ou trop avec des œillères. Mais si, à travers une négociation avec un laboratoire ou une entreprise de dispositif médical, on arrive à gagner de l'argent, enfin, on a économisé de l'argent en maîtrise médicalisée, est-ce que c'est bien comptabilisé dans notre système? Je ne suis pas sûr que ça apparaisse ni dans la maîtrise médicalisée, ni dans les baisses de prix produites par le CEPS. Donc on a des progrès à faire dans ce domaine-là. Merci. Donc nécessité effectivement de développer une pensée plus holistique et de revoir au fond, j'entends beaucoup ça dans vos interventions, l'évaluation médico-économique des médicaments. C'était vraiment un chantier encore devant nous. Je voudrais qu'on laisse quand même de la place aux questions qui sont là depuis quelques instants et je suis soucieux du chronomètre. On nous a dit que ça explosait effectivement quand on le dépasse. Écoutez, les questions, elles nous ramènent beaucoup à ce qui a été débattu, hein, ce qui prouve que ça a intéressé. Et je vais peut-être en choisir une parce qu'elle va nous permettre de redire ce que vous avez dit, mais de manière plus ciblée. On nous interroge sur la manière dont il faudrait repenser le financement de certains types de médicaments. Donc, est-ce qu'il ne faut pas dériver certains types de médicaments de la pensée du financement classique? Et là, on fait allusion à deux types de médicaments, les thérapies géniques
et les antibiotiques. Alors je sais, Jean Tirole, que vous travaillez beaucoup sur la question des antibiotiques. C'est vrai que les antibiotiques sont des médicaments quand même particuliers parce qu'au fond, il faudrait arriver à décorréler leur tarif de la notion de volume, sinon on est antinomique en termes de santé publique, et que vous déployez une réflexion profonde, globale sur le sujet du financement des antibiotiques. Et puis ensuite, on parlera des thérapies géniques parce que là aussi, ce sont quand même des choses très particulières. Oui, donc sur les investissements, si on n'arrive pas à faire cette étude socio-économique, parce que c'est vraiment très complexe, on peut peut-être les limiter à certains, par exemple des médicaments qui guérissent définitivement. Ça, c'est un exemple type de choses qui peut être fait. Donc limiter un petit peu le champ d'étude, au moins au début, quitte à l'élargir par la suite. Alors, sur les antibiotiques, oui, il y a des gros problèmes. Il y a des problèmes qu'effectivement des antibiotiques qu'on produit, vous savez qu'on n'a pas assez d'antibiotiques à cause de l'antibiorésistance. Les antibiotiques qu'on a marchent la plupart du temps, mais la question c'est les quelques états de la nature dans lesquels ils ne marchent pas, où ils ont une valeur énorme, là. Ils sauvent des vies dans ces cas-là. Et c'est là qu'on devrait les utiliser, mais ça fait des volumes extrêmement faibles et donc très peu de rentabilité. Et on voit qu'on a le même phénomène que pour les maladies rares, les maladies orphelines, etc. Donc on a ce problème. Donc il y a un problème d'adéquation financière où il faut du push et du pull, bien sûr. Donc il faut évidemment les subventions, et là il y en a déjà un certain nombre, mais à l'investissement. Et puis aussi du pull, avoir aussi des demandes où on décorrèle effectivement les revenus du volume. Donc ça c'est vraiment, vraiment très important. Après il y a des problèmes internationaux qui sont très importants, à savoir comment on fait, parce que de nouveau il peut y avoir beaucoup de free riding entre pays, y compris au niveau européen. C'est-à-dire que les gens s'attendent à ce que les autres développent ces antibiotiques et puis après en profiteront. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné que des pays comme l'Angleterre ou la Suède se lancent dans des gros programmes avec des budgets absolument minuscules, alors que normalement, il faudrait faire ça au minimum, au grand minimum, au niveau européen et sans doute au niveau mondial. Donc on se retrouve, comme dans le cas du climat, il y a d'autres problèmes pour le climat, mais on se retrouve devant une difficulté de négociation internationale. Et le dernier sujet sur lequel on travaille, par exemple avec Pierre Dubois, et un étudiant de Toulouse, on essaie aussi de comprendre la façon dont on peut financer ça. C'est-à-dire, est-ce que il y a des financements directement en cash, et puis il y a des financements sous forme de vouchers, qui sont des droits transférables, etc. Donc essayer de regarder les avantages et les coûts de chaque méthode comme méthode de financement. Mais disons que voilà, il y a une réflexion économique, on a un gros problème économique, on n'a plus d'antibiotiques, pas assez en tout cas. Et il faut comprendre, encore une fois, qu'est-ce que c'est que le service médical rendu. C'est pas le service médical moyen, puisque la plupart du temps, un nouvel antibiotique ne sert à rien, fondamentalement. Et il y a quelques cas plutôt rares où il a une valeur quasiment infinie. Donc, c'est ça un petit peu le sujet. Donc, il va falloir changer notre façon de réfléchir au modèle économique des antibiotiques. Merci. Alors, il y a le cas de la thérapie génique. On nous pose une question. Effectivement, ce sont des objets singuliers, les thérapies géniques, parce que sont des objets qui promettent la guérison. Donc la guérison, ça n'est rien d'autre qu'un effet thérapeutique vie entière, au fond. C'est comme ça qu'il faudrait regarder peut-être leur valeur. Et ce sont des produits qui promettent cela en une seule administration. Donc on voit bien qu'on est en train d'acheter une maison. On ne paye plus le loyer d'une maladie chronique, si j'ose dire. Donc c'est une grosse dépense. Et en même temps, ce sont des produits qui, au moment où ils arrivent, sont grevés d'une grande incertitude. Parce qu'on ne peut pas prouver par définition la guérison sur des études de court terme qui sont disponibles. Donc comment on fait pour assumer cela dans un budget, effectivement, Olivier le rappelait, qui a ses propres contraintes, alors qu'on sait, si l'on regarde la thérapie génique que l'on attend dans l'hémophilie sévère, donc promesse de guérison des hémophiles sévères, c'est pas rien, que ça va provoquer une bosse budgétaire, évidemment, à très court terme. Ça rejoint probablement ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a une réponse. Oui, Olivier. Antibiotiques et thérapie génique, à mon avis, sont deux choses vraiment différentes, parce que l'antibiotique, c'est l'arme nucléaire qu'on ne veut pas utiliser, mais qu'il faut quand même financer. Donc, alors que la thérapie génique, il va falloir la financer pour l'utiliser. Oui. Et là, je rejoins le point de Philippe Bouilloux sur peut-être des fonds, un fonds dédié sur l'innovation qui pourrait être, lorsqu'il y a un niveau d'incertitude aussi fort que sur la thérapie génique ou la thérapie cellulaire, fléché en dehors de la contrainte de l'ONDAM aurait du sens. Oui. On retient cette idée alors, fonds
d'investissement. Ce sera un investissement. Moi, je la propose. Est-ce qu'elle va être retenue? On verra. Moi, je la retiens. Et je ne sais pas si d'autres souhaitent réagir. Sinon, je vous propose, nous sommes à 2 minutes de la clôture de cette table ronde, et bien de faire honneur pour la dernière question à ceux qui nous ont entendus. C'est la dernière question qui est tombée. Je vous la lis. Ce serait peut-être bien qu'on finisse d'ailleurs un dernier tour de table autour de cette question. C'est l'exégèse. Peut-on déterminer un juste niveau de croissance pour le médicament? Alors là, c'est vraiment l'exégèse. On commence par vous, Philippe Bouilloux, qui croyait être le dernier. Quel est le juste niveau? Vous pouvez répondre comme Fernand Reynaud un certain temps, si vous le souhaitez. Mais... Oui, non, du coup, j'avais plein d'autres choses à dire. Non, mais non, mais dites-les vraiment. Non, là c'est vraiment pas à moi, en tout cas par fonction de répondre à ce qu'est la juste croissance. C'est encore une fois, mais justement, je vais expliquer pourquoi je ne souhaite pas répondre. Voilà. Une partie de mon propos, dès la première table ronde, c'était de dire qu'on a des outils, on a des approches qui sont perfectibles, et on en a bien conscience, et on a listé un certain nombre de réserves. Mais ça ne sera pas la recette miracle si les grandes questions qui supposent des choix politiques n'ont pas été tranchées en amont du CEPS et de la tarification qu'on fait au quotidien. Donc, voilà, donc la juste croissance, c'est la croissance tranchée au niveau politique. Oui, mais pour moi, c'est un consensus sur ce qu'est la tendance, et avec la sous-question que je posais, et qu'est-ce qu'on sait sur les bosses au niveau global ou au niveau sectoriel. Bon. Et une fois qu'on a cette information, qu'est-ce que, au niveau de la société et par un choix politique, on est prêt à accepter? Et après, eh bien, on a le registre qui est comment moderniser nos outils, les élargir. En général, ça passe par un élargissement, qui est soit dans le temps, soit en prenant des questions organisationnelles, etc. Ça, à la limite, c'est relativement plus facile, mais en tout cas, c'est contingent à des décisions plus lourdes en amont. Donc un bon niveau d'information pour les politiques qui définiront la juste croissance. Dominique Libaud, c'est quoi la juste croissance du budget des médicaments? Je pense qu'on ne peut pas du tout les définir a priori, effectivement, et c'est évidemment dans un regard global à la fois des besoins, des potentialités de maîtrise médicalisée qui ont été évoquées, j'y reviens, qui sont aussi non négligeables et c'est qu'il faudra activer. Donc c'est un ensemble d'éléments dans un ensemble de dépenses publiques sans doute contraintes. Avec ça, je voudrais une ou deux questions quand même fortes, c'est on est dans un vieillissement de la population. Est-ce que notre niveau global de dépenses de santé, il doit rester le même? C'est une vraie question. Enfin, on a un débat, oui, on peut gagner en efficience. Est-ce que, néanmoins, à un moment donné, la contrainte qu'on met sur l'ensemble du système est trop élevée par rapport... en tout cas, voilà, il faut documenter, en tout cas, ce sujet pour le débat démocratique. Et je pense que c'est un vrai sujet qui va continuer parce que chacun dans sa vie quotidienne, si on est quelquefois obligé d'arbitrer entre des sujets de santé et d'autres sujets, disons, plus futiles, on aura tendance à dire la santé c'est prioritaire. Bon, et pour autant, parce que c'est une dépense publique, on va dire attention que ça. Et c'est légitime, encore une fois, on a des niveaux de prélèvement obligatoire élevés, on a des gains d'efficience, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser la question combien on est prêt à mettre pour la santé. Deuxième élément un peu paradoxal sur la notion d'investissement, quand je discute avec des économistes de la santé, ils me rappellent toujours, oui, mais même sur une thérapeutique effectivement qui guérit telle maladie, in fine, la personne, qu'est-ce que ça produit? Elle va continuer à vivre, elle va augmenter son espérance de vie et, in fine, elle va avoir une autre maladie, etc. Elle va payer des impôts au passage. Elle va payer des impôts, mais elle va aussi avoir une retraite plus longue et tout ça, etc. Ce que je veux dire, c'est le système de solidarité nationale qui s'appelle la sécurité sociale. Son succès engendre inévitablement son déséquilibre d'une certaine façon. C'est pas ce qui marche parce que on a une espérance de vie plus élevée, qu'on paye plus de retraite, qu'on a des besoins de santé, que sans arrêt on est obligé de se reposer des questions sur la façon d'équilibrer ça. C'est inhérent
et c'est de cette manière parce que le système marche. Donc voilà, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Troisième chose que je voulais dire, c'est, moi je crois inévitable que évidemment, et la sécurité sociale doit prendre en compte l'innovation et de façon très forte et ne doit pas être hostile à l'innovation. Est-ce que pour autant elle doit porter tous les outils de la politique industrielle? J'en suis pas convaincu non plus. Que je chasse, le sujet de la désindustrialisation porte sur d'autres sujets et ça a été évoqué, sur le médicament. Et donc, je pense qu'il y a une articulation entre des outils de politique industrielle dans un pays qui ne relève pas de la sécurité sociale, notamment sur le développement recherche, et puis les outils de sécurité sociale. Il faut aussi trouver les bons équilibres entre ces différents leviers. Je voudrais passer la parole à Séverine Salgado, peut-être sur la même question, hein, oui. Séverine, si vous le souhaitez. Oui, en fait, on consacre déjà, bon an mal an, entre 11 et 12% de notre PIB à des dépenses de santé. Et les économistes nous disent, enfin j'espère ne pas être contredite par Jean Tirole, sinon j'en serais meurtrie durablement, mais les économistes nous disent que chaque nouvel euro qui est injecté dans le système de santé sera moins efficace que l'euro précédent. C'est-à-dire qu'on a une efficacité marginale qui décroît. Donc moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Dominique Libaud. On est dans un univers contraint aujourd'hui. Il faut qu'on recherche des sources d'efficience. Et les sources d'efficience, elles existent. Enfin, par exemple, nous, on finance une start-up dans le cadre d'un fonds à impact social qui s'appelle Mutuel Impact et la start-up s'appelle Synapse et qui a créé un logiciel, enfin une solution hyper puissante d'explicitation et d'aide à la décision dans le cadre d'interactions médicamenteuses et qui peut faire économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par patient hospitalisé, quand on est un patient polymédicamenté, bien sûr. Donc ça, c'est déjà une première réponse. Il y a des poches un petit peu partout d'efficience. Et puis, on en a, je crois que ça a été évoqué dans la table ronde précédente, mais ça n'a pas dû être évoqué dans celle-ci. Finalement, peut-être qu'un peu comme le déchet, la bonne dépense de santé, c'est peut-être aussi celle qu'on évite. Et la prévention, la courbe des maladies chroniques, elle n'a rien d'inéluctable. On a des États européens qui ont réussi à casser cette courbe des maladies chroniques. Donc la prévention, une vraie politique de santé publique, je pense que ça peut aussi avoir des impacts très puissants et qui nous permettraient ensuite d'orienter les financements vers des médicaments innovants, d'une part. Et puis, on a quand même un sujet en France, quand on parle de prévention en particulier, mais c'est vrai aussi sur tout un tas d'autres domaines, c'est la valorisation des données. Vous avez évoqué le SNDS tout à l'heure. Voilà, en France, on a une application jusque-boutiste et très rigoriste du RGPD. Pourtant, on a d'autres États européens qui utilisent très bien leurs données de santé et on a le même RGPD. Donc, il y a vraiment un sujet là sur la valorisation des données. Merci Séverine d'avoir évoqué ces deux sujets, notamment la prévention qui a été un peu oubliée dans les deux tables rondes et qui effectivement est majeure. Olivier Bogilot, c'est quoi la bonne croissance du budget médicaments pour un industriel? Alors, pour un industriel, c'est la fin de la question qui est oui. La plus juste, parce que la juste croissance du médicament, elle dépend des perspectives, comme disait mon directeur de thèse en économie. Les perspectives changent en fonction des agents. Je pense que la bonne croissance pour Philippe Bouillou, c'est de respecter l'ONDAM. La bonne croissance pour le ministre de l'Industrie, c'est de permettre une croissance qui nous permette à nous d'investir sur le sol français. Donc on ne peut pas avoir une juste croissance sans réconcilier les perspectives. Et moi, je pense que la France, si elle veut être attractive, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle ait de la recherche, il faut qu'elle ait de la production, il faut qu'elle ait des éléments de réglementation qui soient attractifs et il faut qu'elle ait un système de régulation qui lui permette de générer de la croissance suffisante. Est-ce que cette croissance, c'est 3, 5, 7%? Ça dépend de là où on veut être en termes de secteur. Et moi, j'espère que la France veut investir massivement dans le secteur des industries de santé. Merci Jean Tirole, je me tourne vers vous. Vous avez eu la parole pour commencer cette table ronde. Je vous la donne bien volontiers pour la conclure. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir sur la question de notre auditeur, quel est le juste niveau de croissance du budget du médicament, ou plutôt sur votre estimation des gains de survie que nous avons gagnés. Avons-nous été suffisamment optimistes, constructifs? D'abord, je suis très honoré, mais je vais faire d'abord une réponse assez proche de celle de Philippe et Dominique. Ce n'est pas à l'économiste de décider finalement quels sont nos objectifs sociaux. L'économiste est là pour aider à trouver des solutions. Et après, moi, j'ai mon propre avis personnel, mais c'est pas le sujet. C'est important à comprendre. Je crois qu'on n'a pas. Alors, il faudrait peut-être à ce sujet d'ailleurs avoir une convention citoyenne. Je fais un peu de provocation parce que j'ai pas du tout aimé la convention citoyenne pour le climat qui a échappé à tous les problèmes qui fâchent, les sujets qui fâchent et qui pourraient résoudre le problème climatique. Mais enfin,
Je pense qu'en tant qu'État, on devrait faire des progrès dans cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il y a un débat. La santé pose des problèmes considérables, y compris éthiques, parce que la vie a un prix, la santé a un prix. Regardez tous les budgets du CEPS, de la sécurité sociale, de l'hôpital, etc. Enfin, il y a des prix partout, il ne faut pas oublier ça. Donc arrêtons de nous voiler la face et essayons de réfléchir avec des débats citoyens pour essayer de réfléchir. Ben oui, on pourrait peut-être avoir ça en plus, mais il faudra supprimer ça, etc. etc. Donc là c'est vraiment, ça me semble très important parce que l'exercice démocratique est crucial. Ce n'est pas des experts, des techniciens, des académiques qui vont décider de ce sujet, il n'y a pas de question. Par contre, là, effectivement, tout ce que disait par exemple Séverine tout à l'heure sur il y a des tas d'inefficacités, on peut continuer à essayer de les combattre. Et c'est là que les experts, les économistes peuvent avoir un impact. Et je crois qu'il faut continuer, y compris d'ailleurs l'organisation, évidemment, entre mutuelles et sécurité sociale. Actuellement, c'est parfois surprenant, je n'ai pas de point de vue particulier sur ce sujet, mais disons que c'est vrai que sur le ticket de modérateur, sur la nécessité de récompenser beaucoup mieux les vraies innovations et pas du tout les fausses innovations, le pilotage qui d'ailleurs manque aux mutuelles actuellement, c'est la sécurité sociale qui décide, etc., etc. Donc là, il faut réfléchir à toute l'organisation du système et je crois que c'est là que nous pouvons aider. Une convention citoyenne sur le financement du médicament. Écoutez, je voudrais, ou les États généraux, me souffle ma voisine. Bon, on trouvera le nom, mais l'idée est absolument formidable. Nous ne pensions pas aspirer ce colloque jusqu'à ce niveau. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier, Monsieur Jean Tirole, de nous avoir honorés de votre présence. Je voudrais remercier chacun des panélistes ici autour de la table pour ces idées brillantes que vous avez partagées avec nous. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Et